Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur le plateau de KTO. Ce soir, dans Parlons-en, coup de projecteur sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées. L'émission va se dérouler en deux parties. Dans quelques minutes, vous allez voir un film de Marc Janson intitulé « Et si notre différence était votre chance ?» C'est le troisième volet de la série « L'entreprise à visage humain ». Dans ce documentaire, vous allez découvrir plusieurs histoires où des personnes handicapées ont trouvé leur place dans le monde du travail. Et puis après le film, un débat de 45 minutes avec nos trois invités sur ce plateau. Robert Courtieu, bonsoir et merci d'être avec nous. Il y a 20 ans, vous avez relancé la seule mine de bauxite en France, à Villeveyrac, à l'ouest de Montpellier. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise qui emploie une quarantaine de salariés, dont 15 personnes handicapées mentales. On va vous retrouver dans un instant dans le film. Pierre Blanc, à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'AGFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. En quelques mots, quel est le rôle de l'association ? Eh bien, l'AGFIP collecte les contributions des entreprises de plus de 20 salariés qui sont assujetties à la loi d'obligation d'emploi. Et dès lors que ces entreprises n'ont pas le taux de 6% de personnes handicapées, elles cotisent pour la différence à l'AGFIP. Et l'AGFIP est un fonds de développement de l'emploi des personnes handicapées. Et sa mission est d'accompagner à la fois les personnes handicapées et les entreprises pour réaliser l'insertion professionnelle concrètement. Et on aide à environ 207 000 personnes handicapées par an, dont 72 000 insertions, 80 000 formations. D'accord. Et puis enfin sur ce plateau, frère Samuel Rouvillois, bonsoir. Vous êtes frère de Saint-Jean et vous êtes philosophe et vous conseillez notamment de nombreux dirigeants d'entreprises. Tout de suite, place au film « Et si notre différence était votre chance ?» Un documentaire de Marc Janson produit par DCX. On se retrouve après pour le débat dans 45 minutes. À tout à l'heure. Robert Courtieu est un ancien mineur. Il a décidé de relancer, voici 20 ans, la seule exploitation de bauxite en France, à Villeveyrac, à l'ouest de Montpellier. Le déclic, leur fils Éric, aujourd'hui âgé de 47 ans, né avec une tumeur au cerveau et souffrant d'un lourd handicap mental. Catherine Dubourg a 44 ans et plusieurs années d'expérience de consultant en province. En 2008, elle crée à Paris le cabinet Management et Handicap avec comme objectif d'aider les personnes handicapées à rechercher un emploi et convaincre les entreprises d'oser faire le pari de dynamiser la performance par l'embauche de ces personnes. Jean-Claude est maître de chai à la ferme de la Rébellerie, située à une demi-heure d'Angers. Ici, on produit chaque année 50 000 bouteilles de vin d'Anjou. Mais il y a une particularité, cet établissement médico-social à part entière offre un lieu de travail et de vie à 42 personnes atteintes d'handicap mental. J'aime beaucoup, moi, la formule d'une personne ayant un handicap qui disait une fois « Je suis handicapé parce que les cellules de mon cerveau sont mortes et sont tombées dans mon cœur ». Notre voyage commence dans le sud, à proximité de Villeveyrac et à une dizaine de kilomètres de la Méditerranée. Alors voilà une bauxite qui titre approximativement 55% d'alumine, 20% d'oxyde de fer, la silice amorphe qu'il y a dedans, 8%. Il faut que l'ensemble de ces trois composants fasse 83%. Robert Courtieu travaille dans la mine depuis l'âge de 14 ans avec son seul certificat d'études en poche. Il a gravi les échelons à la force du poignet pour terminer au niveau 15 entre chef d'exploitation et ingénieur. Cette bauxite est type même de la bauxite alumine. C'est une bauxite que Aluminium Péchinet, dans le passé, a réalisé les premiers lingots d'aluminium. À 70 ans, sa passion du minerai demeure intacte.
La SODICAPI a été créée en 1986 par des parents de personnes handicapées dans le but de les intégrer en milieu ordinaire. En 1990, il redémarre la mine de bauxite de Villeveyrac qui vient de s'arrêter. À partir de 1992, 15 personnes lourdement handicapées mentales obtiendront un contrat CDI au statut du mineur et travailleront avec des mineurs de métier. Dorénavant, ils ne seront plus à la charge de la société, ne percevant plus d'allocations de garantie de ressources, mais ils bénéficieront d'une retraite à taux plein des mines et d'une couverture sociale exceptionnelle. Aujourd'hui, l'entreprise comprend 40 personnes et produit 100 000 tonnes de bauxite par an. En 2003, la jeune chambre économique du Languedoc-Roussillon a désigné l'entreprise SODICAPI lauréate du prix de l'initiative, lauréate du prix individuel, Master 2004, dû à la création d'entreprises. Robert Courtieux arrive à la mine chaque matin à 6h30. À 7h, autour d'un café, réunion préparatoire de la journée avec ses principaux collaborateurs. L'occasion d'un tour d'horizon sur les principaux sujets en cours. Chaque fois qu'on fait une soudure ou quelque chose sur les engins, il faudrait avoir, José est bien au courant, une peinture d'après, l'anti-rouille. On en avait. Quand on faisait des soudures. Il y avait un pot. On avait des bombes, c'était des bombes. Ça, vous avez intérêt à Jacques à en avoir. L'hiver. L'hiver. Ça, c'est pour la farine. Et la couleur, c'est pour... Robert est indissociable de Maryse, son épouse. Entre eux, un accord profond, forgé par les épreuves et les étapes franchies. Alors moi je m'image toujours un peu comme Obélix, hein. Je suis costaud comme lui, j'ai la moustache aussi. Moi, Obélix est tombé dans la potion magique, moi je suis tombé dans la bauxite quand j'étais petit. Donc, Gérard Sorly est le bras droit de Robert Courtieux. C'est le chef d'exploitation de la mine. Une forte amitié et une estime réciproque lient depuis longtemps les deux hommes. La mine, il la connaît dans ses moindres recoins depuis son enfance. Il m'arrive souvent de prendre un morceau de bauxite, rien qu'au toucher, le touchant, en regardant la couleur, en la regardant à l'œil nu comme ça, d'en faire une analyse et de dire bon ben cette bauxite elle contient tant d'alumine, tant de silice et je me trompe les trois quarts du temps je me trompe d'1%. Hein. Bon, vous expliquez comment je fais, j'en sais rien. Mardi 9h, une commande importante pour un grand cimentier mobilise deux équipes, l'une sur les fibres, l'autre sur les colorants. Ce type de tâche est particulièrement adapté aux personnes handicapées en raison de la répétitivité et de la méticulosité demandée. Ici, le travail consiste à peser avec précision deux sortes de fibres différentes et les mélanger dans un sac soudé à chaud. Elle a le compas dans l'œil bientôt. Eh bien, ça fait 370. C'est sur 375, c'est bon. Ils sont tout à fait conscients, très méticuleux. Plus que nous, souvent. On peut s'amuser à reposer là, ce qu'ils font. Au gramme près. Oui, après, Cathy a voulu qu'on repèse. Il y avait 1 gramme d'écart sur une table. Il a fallu le refaire. La machine doit s'arrêter, voilà. Il passe le sachet sur la balance pour mettre 4 kg pile. Et vous voyez, il va le faire à 1 gramme près. Après, Nano, attrape le sac, s'il te plaît, et tu le soude-le. Soude-le, toi. Il sait pas. Ouais, c'est pour souder, moi. Tu sais le faire. Allez, vas-y. Et là, on referme le sac. Une fois le poids mis, il va refermer le sac, ressouder le sac.
Voilà, maintenant le sachet est refermé et ils mettent 2 sacs de 4 kg dans les seaux. Voilà. Voilà, c'est des palettes de 30 seaux. Là, mon copain va mettre les couverts à 3 et après, après-midi, je vais mettre un sac, j'attache bien serré. Comme ça, après, les camions, après, il va gouler bien serré, comme ça, voilà. Après, ça s'en va de mec. On est bien ici. Entre les copains, copines et tout ça. C'est bien ici, voilà. Ça me plaît. Nous sommes le 30 mars, c'est le jour de la paye. Qui veut des sous? Moi. Vous savez, moi. Allez. Un moment important pendant le déjeuner est attendu par ceux que l'encadrement nomme les jeunes de la SODICAPI. C'est parce que c'est à cette touche. Ouh. Vous pourrez m'acheter des chaussures. Ça te va, ça te va. Non, c'est pour les studios. Voilà. 2060 francs. Oh, c'est bon, moi. Comme à chaque fois, Christian découvre avec enthousiasme le montant de sa paye et en fait profiter l'Assemblée. 6, 2, 8 et 4, comment ça fait? 2, combien? 262. 1062. À la reprise du travail, nous nous rendons avec Robert Courtieux sur le site de Combrouge où l'on extrait la bauxite à ciel ouvert. Il y a un balai incessant de camions, il part à peu près 25 attelages ensemble routiers par jour ouvrés. Et chaque camion embarque entre 25 et 27 tonnes de bauxite, selon le type de camion. Robert Courtieux souhaite nous présenter Michel. Son embauche, ainsi que celle de son frère Bruno, font la fierté de la SODICAPI. Monsieur Michel Carillot, c'est quelqu'un qui est dans le village et qui a été placé chez nous à partir de Cap Emploi parce que reconnu handicapé à son pourcentage de 80%. Et c'est tout à son honneur, il est là depuis plusieurs années. Il conduit des dumpers monumentaux, des engins de 35 tonnes, sans aucun problème pour nous. Il fait l'admiration de notre société. Alors ça, c'est Michel Carillot. Il a Bruno Carillot qui est comme lui, il est du matin peut-être. Hein? Son père, qui habite Villeverac, était mineur chez nous. Et à un moment donné, voyant qu'il n'arrivait pas à placer ses fils dans les entreprises que personne n'en voulait, nous avons été appelés à l'embaucher temporairement à durée déterminée pour nous rendre quelques menus services. Et on s'est aperçu qu'il avait des capacités, des aptitudes que l'on ne devinait pas par rapport à sa reconnaissance officielle de son handicap. Et dès que ce SODICAPI s'est développé, on a sauté sur l'occasion pour l'embaucher et depuis, aucun problème. Ils sont considérés comme des mineurs, ils partagent la tâche des mineurs, ils partagent le salaire des mineurs, ils partagent les conditions de travail des mineurs, ils sont traités tout à fait comme des personnes normales. Et rapidement, ils s'intègrent. Ils sont dans un milieu où la solidarité, c'est pas un vain mot. La différence est particulièrement acceptée, sans aucune... Je suis à jeun en 20 ans d'avoir entendu un mineur dire, mais dites, on travaille pour des gens qui font pas grand-chose. Ça n'existe pas ici. Ça, c'est remarquable. Ça veut dire que cette population-là de mine est tout à fait indiquée pour accueillir des personnes handicapées. Donc c'est le milieu minier qui est le plus apte à prendre cette population et à l'accepter, à accepter cette différence.
C'est parce que la nature ou le bon Dieu, selon les convictions, m'ont fait faire un enfant pas comme les autres. Et cet enfant, il a bien fallu se débrouiller et essayer de le sortir de son milieu destiné très rapidement à l'hôpital psychiatrique. Donc il est dans une entreprise, il est salarié, il cotise pour sa retraite, il a sa maison qui lui appartient propre, que l'on vous fera voir. Il y a aussi le projet de remise en activité des galeries souterraines, anciennement exploitées par Péchinet. Là, il a fallu... Là, il n'y avait pas de piste, hein. Il y avait le trou, là. Il a fallu que je forme tout ça. Faire des tirs, là, parce que là, on ne passait pas. Christian, en charge de la remise en état des sites, Jacques, chef d'atelier mécanique et électrique, et Michel, un jeune de la SODIC-API, nous les présentent. Et ça, c'est les anciens travaux, là. Christian et Jacques reviennent sur la reprise de cette mine et sur ce qui les attache ici. C'est assez visionnaire, comme on disait tout à l'heure, c'est d'anticiper comme ça, en se projetant en disant à notre petite échelle, on va avoir une production et on va pouvoir vivre. C'est vrai que bon, ça a été payant, hein, puisque toute la bauxite qu'on trouve en France, elle vient de Guinée, elle vient de Grèce. À exploiter vraiment, on est les seuls, quoi. Il ne reste plus que nous. Que faire travailler des handicapés, travailler pour la mine, hein, c'est pas trop connu. Hein. C'est une société qui est un peu à part, et puis c'est tout. Et puis on rentre dans le contexte. Comme aujourd'hui, là, c'est fabuleux. Ben, c'est une autre vision de la vie. Tu te dis, après tout, tu aurais pu être comme ça, avoir un enfant comme ça. Et vous avez votre côté pédagogue qui ressort, quoi. Voilà, ou qui naît, quoi, suivant la personne. Et c'est très intéressant aussi, quoi. D'expliquer quelque chose, et puis bon, de voir l'évolution au bout d'un certain temps, quand il arrive à faire un tel truc, comme Michel, bon, il y a des tas de choses qu'il ne connaissait pas avant, et petit à petit, on le pousse à le faire. Et puis il fait très très bien. Et lui, ça le valorise aussi. Donc tout le monde est... Vous êtes content parce qu'il est arrivé, et lui est encore plus content parce qu'il est arrivé aussi. Donc tant qu'on avance dans ce milieu-là, c'est génial, quoi. Il est venu même des Américains, que vraiment, ils sont venus voir pour voir comment ça se passait. Hein. Tu étais, Jacques, quand tu n'étais pas. Parce qu'à l'atelier de tri, hein, ils sont venus, hein, pour justement, pour copier un peu, pour l'Amérique aussi, pourquoi pas, en France ils le font, pourquoi pas nous on ne pourrait pas, hein, c'est vrai. Donc, il y a beaucoup plus d'humanité, quoi. Voilà, il y a le côté humain qui ressort, et c'est vrai que ça fait joli, ça fait chaud au cœur, quoi. Je veux dire, c'est un échange, et on évolue des deux côtés. C'est assez génial. Mercredi, la pluie noie le paysage de la mine, tout est boueux, les engins patinent. Bruno, le frère de Michel, est aux commandes. À quelques centaines de mètres de là, nous rencontrons l'épouse de Bruno. Ils vivent ici avec leurs 2 enfants, dans cette maison familiale située à côté de la mine. Maintenant, ça fait 16 ans que j'habite ici. Et c'est vrai que mon mari m'a toujours parlé de la mine. M'a toujours dit, il y a une mine ici. Et chaque fois, j'ai dit, mais c'est pas possible. Où elle est? Et une fois, il m'a dit, bon, on va aller la voir. Et un week-end, on y est allé à pied. Et on est allé la regarder. Et il me dit, tu vois, un jour, j'aimerais y rentrer dans cette mine.
Et ça c'est fait. Comme quoi, il y a des rêves qui peuvent se réaliser. Qui ne sache ni lire ni écrire n'a posé aucun problème. Aucun problème. Ils lui ont expliqué correctement comment fonctionnaient les engins. Et depuis, ils lui ont plus jamais expliqué. Donc comme quoi, même si on ne sait ni lire ni écrire, on peut toujours trouver un emploi. Il faut avoir la volonté et il faut vraiment avoir les tripes pour le faire. Pour moi, c'est... Voilà. Pour moi, je me suis mariée avec un homme exceptionnel. Il est 18h, le soleil est revenu, c'est la fin de la journée. Maryse Courtieux souhaite nous présenter les studios situés à Frontignan, à 20 km de la mine, que les jeunes ont pu acquérir en pleine propriété grâce au seul fruit de leur travail. Une initiative novatrice rendue possible grâce à un terrain donné au président de l'API de l'époque, Robert Courtieux, pour ses enfants handicapés. Alors voilà. Ah ben là c'est les premiers studios là. Il y a mes frères et mes sœurs qui y habitent là. Et là c'est les nôtres. Voilà, on va arriver au notre bébé. Voilà mon appartement. Là où je vais vivre. Alors là, il y a la petite cuisine. Robert et Maryse ont conçu un système permettant d'accéder à la propriété d'un habitat neuf, adapté, en milieu urbain, de plein pied, sans faire appel aux parents, aux tuteurs et à la collectivité. C'est une bonne idée, hein, ces studios. C'est beau, hein. On a de la chance. Oh, il a planté des oliviers. L'avenir, que vont devenir les 15 jeunes, chacun en parle. Pour certains, l'inquiétude, mêlée à la souffrance, affleure derrière chaque parole. Moi, je suis sa tutrice, je suis la tutrice de mon fils, mais après nous, j'ai personne. Alors, on voudrait monter une association de tutelle pour gérer au moins leurs biens. Mais à qui faire confiance dans les périodes que l'on passe là? Je ne sais pas. L'avenir nous fait peur. On verra bien, peut-être qu'on trouvera quelque chose. Retour sur Paris. Nous nous rendons à proximité du Trocadéro, au cabinet Management et Handicap, créé l'année dernière par Catherine Dubourg. À 44 ans et après plusieurs années d'expérience de consultant en province, elle accompagne désormais et place dans des entreprises des personnes atteintes de différents handicaps sensoriels, physiques et psychologiques, tétraplégiques, malvoyants et non-voyants, personnes atteintes de sclérose en plaques, sourds-muets, accidentés de la route, etc. Son objectif, convaincre les entreprises d'oser faire le pari de dynamiser la performance par l'embauche de ces personnes. L'avantage dans mon cabinet, c'est que je suis en courroie de transmission entre le candidat et l'entreprise. Donc dès que j'ai une offre ou je rentre en contact avec un employeur, je peux parler des personnes que j'accompagne. Christine vient rencontrer Catherine à son cabinet. Elle a eu voici plusieurs années un très grave accident en mer qui lui a laissé d'importantes séquelles de mobilité. J'ai reçu la foudre, j'ai été foudroyée, le coup de foudre. Ch'ting, ça m'est tombé dessus. J'étais sur un bateau et la foudre a préféré tomber sur moi plutôt que tomber sur le mât. Allez savoir pourquoi. Ce jour-là, Catherine compte lui présenter une nouvelle proposition. Bonjour Christine, comment vas-tu? Ça va? L'ascenseur marche, c'est formidable. Alors, quoi de neuf? Réseau, activité rédactionnelle, pas de problème. Ça marche?
Ça marche, pas pour tout de suite, mais oui, ça devrait aller. Alors, ta candidature convient, plaît, mais c'est la première fois qu'ils embauchent des personnes handicapées. Même si j'ai beau les rassurer que c'est beaucoup moins compliqué qu'ils ne le pensent, ils souhaitent constituer l'équipe et ensuite intégrer pour que la personne intégrée puisse être entourée, accueillie, etc. J'ai bien senti qu'il y avait un frein et que toute petite raison... Aujourd'hui, les entreprises sont très frileuses de proposer des CDI. D'autre part, là, gèle les recrutements autant pour les personnes valides, un peu moins pour les personnes handicapées parce qu'il y a cette loi qui oblige. Donc, on joue un petit peu sur des stages, des CDD, etc. Ton dossier est toujours d'actualité. Je voulais avoir avec toi, pour te présenter, un gros groupe de presse. Donc, je voulais voir comment tu souhaites que je te présente. Je veux réactualiser avec toi. Le lendemain, nous nous rendons au domicile de Peggy et de ses parents. Ça va bien? T'as l'air en forme. Comme à chaque fois, c'est une joie pour les deux amis de se retrouver. T'es toute belle. Elle avait 21 ans, elle a vu son dog, elle était en plein milieu de licence, et puis donc son année scolaire s'est terminée là. Elle a eu un accident vasculaire cérébral. Il l'a mise dans le coma pendant plusieurs semaines avec ce qu'on appelle le Locked-in syndrome, c'est-à-dire le blocage complet de l'ensemble du corps avec uniquement les yeux et les paupières pour pouvoir s'exprimer. Donc ça a duré pendant quelques semaines. Et elle est sortie progressivement de ce coma et de cet état sur une période d'environ 6 mois. Qui l'a amenée dans un état où elle a la plus grande partie des membres donc, qui sont paralysés et puis une main, fort heureusement, qui fonctionne à 30-40% et qui lui permet de communiquer avec un ordinateur au travers d'Internet. 7-8 ans après, elle a repris sa licence et ça demandait quelque part pour elle une réadaptation. Et donc elle a pu terminer sa licence dans des conditions normales. Elle mettait un point d'honneur à ce que ce soit une licence obtenue comme les autres. Peggy a le statut d'auto-entrepreneur et Catherine souhaite lui confier en sous-traitance des tâches administratives. Un travail où l'usage de l'outil informatique est essentiel. Je pense savoir faire. Ah bah super, génial. Bah c'est top. J'ai appris. C'est très bien. Elle est tous les matins, elle est à 8h à son bureau en attendant que du travail arrive et je veux dire, pour elle, le travail qui arrive, c'est un plaisir. Oui, mais un grand plaisir. Et quand elle n'a pas de travail, qui lui est confié, elle se forme, elle reste quand même sur son ordinateur, elle essaie d'apprendre mieux, de ranger ses affaires, etc. Je veux dire, mais en tout cas, tous les matins à 8h, elle est présente derrière son bureau. Oui, c'est vrai que le travail, là, lui a redonné une motivation importante. Plus téléphone, plus adresse mail, d'accord? Donc tous les gens, tu essayes de me les mettre les uns derrière les autres, toutes les adresses ici, et si bien que quand j'ouvre mon téléphone portable, eh bien j'ouvre sur tâches et je les ai tous. Et donc, le cabinet de Catherine reste un pari sur l'avenir avec un objectif prioritaire, sensibiliser toujours davantage les employeurs à l'insertion des personnes handicapées et leur en faciliter le recrutement. Premier jour d'avril, nous traversons la France pour nous rendre à la ferme de la Rébellerie, une communauté de l'Arche fondée en 1978 par un couple d'éducateurs spécialisés, Émile et Claudie Marollo,
qui ont accueilli sur le domaine familial viticole des personnes adultes ayant un handicap mental. Cette communauté est membre de la Fédération internationale de l'Arche, créée par Jean Vanier. Situé à une demi-heure d'Angers, au cœur des vignobles, cet établissement médico-social offre un lieu de travail et de vie à 42 personnes ayant un handicap mental et emploie 21 salariés et 7 volontaires. Chaque année, quelques 1200 hectolitres de vin d'Anjou y sont produits. La journée commence par la grande réunion du matin. La lecture des textes du jour et des chants précède les questions sur le travail et la vie de la communauté. Une réunion généralement animée par Antoine, qui était précédemment cadre dans une grande entreprise parisienne. Pendant 10 ans, j'avais travaillé dans une grande radio française. J'étais directeur commercial de la régie publicitaire. Et je me suis rendu compte que ce après quoi je courais, c'était gagner plus d'argent, avoir plus de pouvoir, monter dans la hiérarchie, et qu'en soi, ça ne suffisait pas pour me satisfaire. Je pense que ce que je rapportais dans ma vie familiale de mon travail, c'était pas très épanouissant pour ma famille non plus. Et puis, j'avais le désir aussi de quitter Paris, la région parisienne. Et puis, j'ai rencontré une annonce pour une offre de directeur d'une communauté de l'Arche de Jean Vanier, que je ne connaissais pas beaucoup plus que ça, mais ça m'a tout de suite parlé parce que je voyais un sens humain très fort dans cette activité. Le fait que ce soit en milieu rural, c'était aussi quelque chose qui était important pour moi, après 10 années à Paris. Et vraiment, ça a été un choix familial. D'autres choses? Eh bien, bonne journée à chacun. 8h30, chacun se rend dans son atelier pour le début de la journée de travail. La rébellerie offre la spécificité d'accueillir les personnes ayant un handicap dans un cadre rural avec des activités agricoles pouvant soutenir les personnes accueillies par la réalisation d'un travail, une vie proche de la terre, les rythmes naturels, les saisons. Je nourris les poulets. Oui. Tous les matins. Puis aussi je les tue. Quand il y a l'abattoir de l'autre côté. Puis je fais l'abattage. Vous en mangez de temps en temps? Oui. Puis je crée bon. Ils sont, ouais. Ils sont vendus à l'extérieur? Comment ça se passe? Ils sont vendus pas chez les marchés. Ils les vendent chez les particuliers, chez des gens. C'est les particuliers qui viennent acheter le poulet? Oui. D'accord. Et pourquoi ils viennent plutôt chez vous qu'ailleurs? Parce qu'ils préfèrent les poulets à la rambarrie, ils sont meilleurs. Et pourquoi? Parce que je crée bon. Parce qu'on s'en occupe avec cœur, avec attention. Ouais, puis l'amour aussi. Mathieu arrive de Belgique. Il est agrégé de philosophie. Avec sa femme, ils ont fait le choix de venir passer 3 mois ici, au contact des personnes fragilisées. C'est Claude qui est chargé de son apprentissage au poulailler. Donc aujourd'hui, Claude me montre parce qu'il va partir pendant les vacances. Ouais. Et je vais un peu prendre la relève. Voilà. C'est moi qui vais nourrir les poulets. Et, il me montre comment ça fonctionne. Et puis comme Claude est très autonome, quand il n'est pas là, c'est lui qui doit expliquer comment ça fonctionne et comment ça doit tourner. Il ne faut pas donner la farine, je trouve gros. Moi, ce qui m'a marqué quand je suis arrivé, c'est que c'est un vrai travail. Je pensais au départ que ce serait beaucoup plus occupationnel, et en fait, non, c'est un vrai travail. Il faut vraiment tourner la boîte, et c'est pas pour du fond. Et c'est des horaires tout à fait équivalents à ce qu'on trouve dans le monde professionnel. Donc, ils travaillent de 8h à 5h du soir, et avec des pauses très très courtes. Non, si on aime bien travailler ensemble. Quand c'est la première fois que je travaille ensemble, de partie de hier. Oui.
Hier, on a travaillé ensemble. Ouais. Il apprend vite? Oui. Vous aimeriez qu'il reste un peu plus longtemps? Bah oui. Sans la pause? Ou 50 ans. 50 ans? Ouais. Ça fait un peu beaucoup, ça, Claude. Il faut jamais laisser une lame ouverte. Parce que, admettons que tu es en train de parler, la personne est en train de chahuter, et ben voilà. Malika est débordante d'énergie. Ce matin, elle est harnachée pour partir tailler la vigne. Et ça, ce sécateur-là, on sert pour démonter... les racines. Les racines et puis... et tailler la vigne. Tailler la vigne. Ça, c'est la batterie. La batterie qui est là. On avait toute une journée. Et on a ce sécateur-là à main aussi, pour tailler. L'activité viticole, du travail de la vigne jusqu'à la commercialisation du vin, est entièrement assurée par les personnes accueillies, entourées d'assistants qui les accompagnent. Depuis 2002, tous les vins du domaine sont issus de raisins de l'agriculture biologique. Ce choix de produits naturels pour la protection de la vigne, ainsi qu'un travail essentiellement manuel du soin du vignoble à la vendange, contribue autant à la qualité des vins qu'à celle du projet de développement de la personne. Hop, on nettoie. Tac, on nettoie bien et après on compte. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ça fait. Les différences avec un travailleur ordinaire, c'est peut-être au niveau de l'autonomie dans le travail. Il y a quand même besoin d'accompagnement pour accompagner d'abord dans le geste à faire et puis aussi dans l'organisation du travail, des fois dans le rythme, dans l'adaptation aussi, parce que si on change un peu d'activité, à chaque fois il faut se réadapter, et les personnes avec un handicap intellectuel ont peu cette capacité d'adaptation à de nouvelles tâches. Au début que je suis arrivée, je ne connaissais pas la vigne, on m'a appris. Moi je l'ai appris maintenant de mémoire. J'ai appris à tirer le bois, à nettoyer les gaules, un petit peu à tailler, le bourgeonnage, les feuillages. Ce qu'on constate aussi quand même, c'est que dans la durée, en fait, les personnes acquièrent une expérience de travail et acquièrent finalement les gestes, toute la culture quelque part du travail. Il n'y a qu'une chose que j'aime bien regarder, c'est quand le raisin est encore dans la vigne, que vous voyez le coucher du soleil qui a le reflet sur le raisin. Je trouve que c'est magnifique. Parce que le raisin, il brille, il fait son travail et il prend les petits morceaux de grains, il donne plus de jus. Et c'est là qu'on a une bonne récolte et c'est là qu'on a un bon vin qui est bien travaillé par nous. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est sûrement peut-être une des caractéristiques des personnes qui travaillent ici, c'est cette capacité de s'émerveiller, de se motiver, d'avoir de la joie pour plein de choses. Enfin, donc à la fois le raisin, à la fois la vigne qui pousse, mais c'est aussi dans les relations qui peuvent exister dans le travail. Alors, le domaine de la rebellerie est situé sur 26 hectares de vignes en production. Et sur ce domaine, nous élaborons, suivant les années, 1000 à 1500 hectolitres de vin. Jean-Claude est maître de chai. Il a tenu à nous parler avec Christophe, qui l'accompagne régulièrement dans ses tournées de dégustation. Et notre mode de vente, ce sont des ventes à domicile, auxquelles Christophe, tu participes. Tu peux dire un peu comment ça se passe ?
On part une semaine, on va chez les gens, on commence à installer les bouteilles. Les bouteilles, les cartons. Les cartons aussi, le jus de raisin, les verres. Voilà. Le pied aussi, le crachoir. C'est les amis. Qui viennent, voilà. Qui font... on envoie des prospectus aussi. Voilà, et donc les gens qui nous reçoivent, les maîtres et maîtresses de maison qui nous reçoivent, dispatchent ces prospectus pour faire venir leurs relations, leurs amis, et on passe la soirée à faire connaître les produits, dégustation, vente. Si on faisait un bon vinaigre, peut-être que les gens nous diraient, écoutez, faites du social, mais faites autre chose que du vin. Je parlerai peut-être un peu plus du crémant de Loire, dans la mesure où ça fait 15 ou 18 ans qu'on produit du crémant de Loire. Et ce crémant, depuis 7-8 ans, on le faisait depuis 15-18 ans, on le faisait élaborer à Saumur, chez un élaborateur. Et depuis 5-6 ans, on était un peu insatisfait de la qualité. Et il y a 3 ans, on s'est lancé donc à faire tout intégralement à la cave. Et la première année, on a eu une étoile au guide Hachette. Et je me suis dit, c'est le coup de chance, le néophyte, voilà. Et la deuxième année, on a eu 2 étoiles. Donc c'est une reconnaissance, je dirais, d'une façon fondue dans la masse des crémants de Loire. On a été distingué, donc c'est une reconnaissance du travail des personnes. Et ça donne sens à toute cette énergie qu'on peut dépenser pendant les ventes et pendant les vendanges. C'est important la présentation? Oui, parce que si on met à l'envers, comme ça on ne voit pas c'est quel vin. Il faut mettre bien droite. Si on met à l'envers... Et c'est vrai que les personnes nous apprennent à décoder un peu tous ces codes sociaux et à aller vraiment au cœur de la relation. En ce début d'après-midi, nous avons rendez-vous avec Nathalie qui conditionne des livrets et des DVD. Comme un grand nombre de personnes handicapées, elle se partage entre différents ateliers. Tu mets le petit rond. Oui. Tu mets le sachet dans le livre, tu les mets par 5. C'est intéressant à faire. C'est manuel. Nathalie a quitté son IM Pro voici 2 ans pour venir vivre et travailler ici comme externe. Des fois aussi je travaille au niveau de la vigne aussi. Depuis les gaules, le tirage de bois aussi. Ça change de temps en temps, c'est pas tout le temps, on reste pas tout le temps dans le même atelier. Tu peux parler aussi avec d'autres collègues. Moi, ça me plaît bien le atelier. Le travail à la rébellerie est complètement ordonné à la personne, à ses capacités et à la relation avec et entre les personnes handicapées. Moi, ce qui m'interpelle par rapport à mon passé professionnel, c'est que souvent, l'homme est au service de l'entreprise. Et ici, on a vraiment le souci que l'entreprise soit au service de l'homme. Et on développe différentes infrastructures qui vont permettre des conditions de travail et d'activité plus satisfaisantes pour les personnes handicapées. On ne part pas du besoin de l'entreprise, on part du besoin des personnes. C'est pour ça que vous avez vu qu'on construisait un nouvel atelier de sous-traitance, parce que historiquement, la rébellerie a toujours été très implantée dans les activités rurales. Et aujourd'hui, on voit que pour les personnes vieillissantes, le travail de la vigne devient trop exigeant. Donc on construit un atelier industriel pour leur permettre des activités plus sédentaires, à l'abri, quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, pour pouvoir répondre à ses besoins. Ici, là, on est dans un atelier qui s'appelle atelier occupationnel. Donc c'est pour les personnes qui ne sont pas dans une activité productive. Et moi, ce qui me réjouit, c'est que cet investissement, on l'a pu le faire grâce à une partie de dons de nos clients potentiels et amis, 10% de l'investissement, 13% de l'investissement, mais surtout grâce au travail des personnes. Et à travers cette réalisation, il y a une reconnaissance de la qualité du travail
et de l'efficacité quelque part. C'est quand même une certaine productivité, même si ce n'est pas le maître mot en premier, à condition que les moyens matériels, que les personnes aient leur place dans ces outils. Je vois, on a tout ce qui est étiquetage, on vend 50 000 bouteilles par an, et on pourrait très bien avoir une machine hyper performante qui pourrait travailler toute seule, et les personnes seraient assises sur un banc à regarder la machine, mais ça n'a pas de sens. Donc on essaye de trouver des outils, du matériel adapté pour que les personnes puissent s'en servir en sécurité et qu'elles aient vraiment leur place. Alors donc voilà mon foyer. C'est mon foyer. Nous retrouvons Malika qui souhaite nous présenter le studio où elle vit. L'occasion aussi de se confier. Voilà. Quand ils m'ont vu arriver, qu'ils ont vu que j'étais complètement perdue, que j'étais complètement la tête ailleurs, ils avaient vraiment du boulot à faire, c'est de soigner que ce que j'avais ici et au cœur. Et vraiment, ils ont mis beaucoup de temps à essayer de me soigner. J'avais beaucoup de souffrance quand je suis arrivée ici. Mais maintenant, ma souffrance, elle est partie et maintenant, mon cœur est guéri. Et maintenant, je découvre des choses qui sont immenses maintenant que je n'y pense plus. Et si notre différence était votre chance, voilà pour ce film de Marc Janson produit par DCX. C'est le 3e volet de la série documentaire L'entreprise à visage humain. Place au débat maintenant. On a la chance de recevoir sur ce plateau l'un des acteurs du film, Robert Courtieu. Vous dirigez cette exploitation de bauxite qu'on a vue en début de documentaire. Et je rappelle que votre entreprise emploie aujourd'hui 40 salariés, dont 15 personnes handicapées mentales. Sur ce plateau également, Pierre Blanc, directeur de l'AGFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, et puis frère Samuel Rouvillois, frère de Saint-Jean et philosophe. Pour débuter ce débat, on va d'abord revenir sur votre expérience, Robert Courtieu. Vous vous êtes retrouvé dans ce film ? Pleinement. Bien retrouvé. Lorsqu'on est père d'enfants handicapés, c'est tout à fait logique que l'on souhaite pour son enfant le mieux. Et au bout de l'expérience de gestion d'établissement, on s'aperçoit qu'il est pratiquement impossible d'arriver à insérer dans le milieu normal ces personnes qui ont une certaine lourdeur de handicap. Moi, je parle là au niveau du handicap mental, avec des troubles associés, certes, mais le handicap mental dominant. Ces personnes-là, je crois que les diverses interventions que l'on a vues là, permettent de penser que c'est dans l'épanouissement au travail que la personne arrive à il y a à un moment donné la main sur le cœur d'une personne handicapée qui résume tout finalement et qui précise bien sa joie à montrer ce qu'elle fait, ce qu'elle sait faire, son habitat et tout ça, prouve bien qu'il faut trouver dans notre pays une façon de rendre accessible à ces personnes-là le travail quel qu'il soit. Alors, ceci dit, on a vu une belle histoire, mais j'imagine que le quotidien n'est pas forcément tous les jours rose. Quelles difficultés vous rencontrez au quotidien ? Par exemple, il est difficile de faire admettre à certaines personnes handicapées qu'elles doivent prendre des congés, qu'elles sont astreintes au code du travail, que la journée commence et se termine,
Que ce jour-là on ne travaille pas, que ce jour-là on travaille, c'est assez difficile. Que le travail n'est pas fini mais il faut les manger quand même. Le travail n'est pas fini mais il faut partir, il y a l'heure. Il y a également un volet important. Je crois qu'il faut, et là les vues que l'on vient de voir, les passages que l'on vient de voir, il faut une certaine quantité de personnes handicapées ensemble dans une entreprise pour que ça marche. J'ai peur, je crains que de vouloir insérer une personne handicapée mentale dans un milieu normal, elle n'y trouve pas son compte. Ou elle va le trouver momentanément, mais pas tout le temps. Il faut qu'elle soit entourée de quelques-uns. Donc il faut que l'entreprise ait une certaine taille et qu'elle ose en prendre quelques personnes handicapées. Et à partir de là, je remarque avec beaucoup de plaisir que la GFIP est à l'origine de l'expérience qui me concerne. Mais également, il y a la DRIR, qui est la Direction régionale de l'industrie, qui a joué un rôle prépondérant, et il y a la médecine du travail, qui joue un rôle très accompagné. Et là, je ne retrouve pas tout le monde médico-social que j'ai l'habitude de voir dans ces entreprises de travail protégé. Alors, il faut quand même bien rappeler que vous êtes une entreprise comme une autre, vous êtes soumis à des obligations de résultat. Comment ça se passe ? Je crois qu'il y a un certain tonnage à faire, il y a une certaine commercialisation à faire, et il faut... l'obligation de fin de mois est une obligation comme toutes les entreprises. Et il n'y a pas possibilité d'obtenir des subventions de quelle qu'elles soient. Vous n'avez pas d'aide parce que vous employez des personnes handicapées ? Alors, la GFIP nous accompagne pour... Pierre Blanc est le représentant sur ce plateau. Pour les charges afférentes à l'entreprise. Est-ce que ça rend votre rentabilité plus facile qu'une autre entreprise, ces aides économiques ? Ce qui a été essentiel, c'est le coup de main de la GFIP au moment du démarrage de la société qui a financé l'adaptation de l'outil de travail à ces personnes. Elle n'a pas financé l'outil, elle a financé l'adaptation de l'outil. Et là, c'est un élément décisif. Si cette exploitation marche depuis 20 ans, la GFIP y est pour quelque chose. C'est une exploitation comme une autre ou un peu différente ou les deux ? C'est une exploitation comme une autre qui dépend du régime minier avec un statut du mineur et qui donc confère à la personne qui est salariée une couverture sociale hors du commun qui permet à la personne handicapée d'envisager sa retraite avec une certaine sérénité quant aux moyens qu'elle aura pour pouvoir avoir un hébergement jusqu'à la fin de sa vie. Pierre Blanc, une réaction sur cette expérience du côté de Montpellier ? Écoutez, moi je voudrais m'inscrire un peu en faux par rapport à ce que vous dites, vous me pardonnerez, mais moi ce film me pose un problème. Je trouve que c'est un film qui est très bien fait et qui a le mérite de valoriser l'apport des personnes handicapées dans un collectif de travail. Je pourrais revenir dessus tout à l'heure. Mais dans ce film, je n'ai pas vu une seule entreprise ordinaire. Qu'est-ce qu'on voit ? Avec l'expérience de la mine de bauxite, on voit un père et une mère qui sont en échec dans l'avenir professionnel de leur enfant et qui, par l'initiative privée, décident de créer autour de leur enfant, et pour d'autres bien entendu, mais décident eux-mêmes de créer l'emploi de leur propre enfant et de créer, parce que la société n'est pas capable de le faire, un dispositif adapté d'accès à la propriété, et donc il a recréé une micro-société dans la société. Avec des personnes handicapées, avec des valides. Oui, mais j'entends bien, mais quand même, on est sur un problème à l'époque de carence de la société pour la prise en charge de ce type de personnes handicapées mentales. Qu'est-ce qu'on voit dans la deuxième partie du film ? Dans la deuxième partie du film, on voit, d'accord, un consultant qui accompagne des personnes handicapées, mais la personne handicapée qu'on nous montre, on ne nous montre pas dans ce film le consultant en relation avec des entreprises que moi j'appellerais ordinaires, parce que c'est extraordinaire ce que vous faites. Mais on ne voit pas d'entreprise ordinaire, on voit une personne, cette femme qui est gravement handicapée, la seule solution qu'elle trouve, c'est le statut d'auto-entrepreneur. On va rester sur l'expérience des mines de bauxite, parce qu'on a le représentant. Et Jean Vanier, c'est pareil. Jean Vanier, c'est l'initiative privée qui fait qu'on crée quelque chose.
Mais cette expérience, la loi, je termine. Oui. Mais la loi de 87 et la loi de 2005, elle vient en réaction par rapport à ce qui était inacceptable pour le législateur à l'époque, c'était de dire que la majorité de l'emploi des personnes handicapées se faisait sur ce processus de l'initiative privée. Moi, je ne critique pas l'initiative privée, elle est nécessaire en France, mais c'est quand même le processus qui est en marche aujourd'hui, qui est de dire chaque entreprise doit pouvoir faire l'effort d'accueillir quelques personnes handicapées. Mais c'est en sociologie de société, c'est un vrai problème. Frère Samuel. Mais moi, je dirais juste, c'est la vraie question. Moi, je pense personnellement que c'est une utopie extraordinaire, mais parfaitement utopique, que de croire qu'une société comme la société française, pas plus qu'aucune autre société, va faire le choix délibéré, collectivement, de s'occuper des personnes handicapées. C'est tout à fait faux. Je crois que la société n'est pas capable. La société, elle est normalisante. Elle est parfaitement normalisante. Et donc, elle est naturellement exclusive de la personne anormale. Alors, que l'on arrive à minimiser l'exclusion. Et je pense que c'est le rôle de vos lois. Et donc, par contre, je pense qu'effectivement, les entreprises qui arriveront véritablement à intégrer la personne handicapée d'une manière qui porte du fruit pour la personne et pour l'entreprise, relèvent, même si c'est avec une aide publique, d'un choix privé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne crois absolument pas que je pense que la loi a pour rôle de faciliter des initiatives comme celle-là, peut-être de les accompagner, de les alléger dans la part de la responsabilité personnelle. Je pense que par contre, la loi ne suscitera jamais l'intelligence et le pari tout d'un coup de prendre ce risque, parce que moi ce que je vois c'est que c'est un énorme risque. Est-ce que l'initiative de Robert Courtieu peut être applicable sur d'autres secteurs, dans d'autres entreprises? Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Blanc? Si vous invitez le directeur général de la GFIP, moi je vais vous parler de ce qu'on voit à la GFIP. Des personnes handicapées mentales, il y en a qui sont insérées dans les entreprises de la grande distribution en particulier. Donc je veux dire, aujourd'hui, la loi, certes, a énormément fait bouger les entreprises, mais il y a aussi dans les entreprises une réflexion sur la diversité et une réflexion sur l'exclusion. Et ce qu'on arrive à faire avec l'insertion des personnes handicapées est modélisant pour les autres formes d'exclusion qu'on rencontre dans l'entreprise au titre de la diversité. Donc, moi, ce que je peux apporter comme témoignage aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui insèrent des personnes handicapées. C'est en progression. Mais c'est en nette progression, c'est clair. Robert Courtieu, alors il y a une question qui est sensible, qui est évoquée dans ce documentaire. L'avenir de ces personnes handicapées, quand leurs parents et tuteurs ne seront plus là, quelles sont les solutions aujourd'hui pour assurer l'avenir de ces personnes? Voilà, 60 ans est un âge extraordinairement important pour une personne handicapée, mentale ou handicapée tout court. 60 ans, le géniteur est en fin de vie. Il a perdu une bonne partie de son autonomie, il ne peut plus assurer le concours auprès de son enfant qui a 60 ans. Et c'est le moment où notre administration considère que ces personnes-là doivent rejoindre le club des anciens, les maisons de retraite de tout le monde. Alors on a créé des établissements pour les accompagner jusqu'à l'âge de 60 ans, puis à partir de 60 ans, on estime que la loi de 2005, donc monsieur le directeur de la GFI faisait allusion tout à l'heure, redresse quelque peu, il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de difficultés à maintenir un statut de personne handicapée à une personne une fois qu'elle a dépassé l'âge de 60 ans. Qu'est-ce que vous craignez pour votre fils, pour prendre un exemple que vous vivez? Il a la chance d'avoir une couverture sociale extraordinaire. Ça n'est pas donné ça sera donné à peu de monde en France, il y en a presque plus. Donc il aura les moyens, ça ne sera pas à la portée de tout le monde. Il n'en demeure pas moins qu'il n'aura comme prothèse que le personnel de maison de retraite, très notoirement insuffisant. Les établissements d'accueil de ces personnes doivent assurer l'habitat jusqu'à la fin de la vie de ces personnes, systématiquement. Il faut donc, en France, notre pays, prenne des dispositions législatives pour qu'il y ait une obligation de fin de vie dans les structures où ces personnes ont vécu pendant toute une période de leur vie active et puis à la retraite. La maison de retraite de tout le monde n'est pas faite pour ces personnes-là. Pierre Blanc, vous rencontrez ces cas de figure régulièrement?
Non, parce que nous, on ne travaille pas sur les questions post-vie professionnelle. Notre problème, c'est l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Non, mais c'est la suite logique. Hein, alors, oui, c'est la suite logique, mais ce n'est pas le sujet de la GFIP. Je vais être très clair là-dessus, et je m'exprime au nom de la GFIP ici. Il y a un autre point sur lequel je voudrais m'inscrire un peu en faux par rapport à ce qui est présenté dans l'émission, c'est que quand on regarde, on a aujourd'hui un peu plus de 210 000 personnes handicapées inscrites au chômage. Bon. Quand on regarde ces demandeurs d'emploi handicapés, eh bien, ceux qui véritablement sont atteints d'un handicap lourd, soit un handicap de naissance, ou contracté pendant l'adolescence ou la période de jeunesse, c'est loin d'être la majorité des demandeurs d'emploi handicapés sur le marché du travail. La majorité, c'est 15% maximum. La majorité des personnes handicapées qui sont en difficulté sur le marché du travail, ce sont des gens pour lesquels le handicap n'est pas forcément perceptible. C'est bien souvent des personnes qui ont fait très peu d'études initialement, qui ont travaillé sur des postes à forte charge physique, et puis la maladie, le vieillissement, les accidents, etc., accidents de la vie ou accidents du travail, font que majoritairement, le handicap se déclare entre 40 et 55 ans. Donc, et alors là où c'est dramatique, c'est que ces personnes qui n'ont pas eu de formation initiale très développée, qui n'ont pas eu de formation continue, se retrouvent sur le marché du travail parce qu'ils sont déclarés inaptes, et on leur dit, il y a aucun, vos compétences ne correspondent à aucun emploi disponible. Allez donc sur les bancs de l'école. C'est ça la vraie difficulté aujourd'hui. De formation. C'est la question de la formation, et c'est comment les entreprises vont pouvoir accompagner ces personnes handicapées vers la qualification, parce que ces gens-là ne sont pas faits pour retourner sur les bancs de l'école à la manière classique où l'on apprend, hein, mais les accompagner avec des contrats en alternance. Et là, je rejoins Frère Samuel. Là, il faut que les entreprises soient volontaires. Frère Samuel ? Mais c'est pour ça que je dirais que ce qu'on a vu dans le film, c'est comme un film, c'est-à-dire que ça a une valeur d'exemplarité pour donner à penser. Là, je suis d'accord avec vous. Ça n'est pas comme ça que ça se passe dans la plupart des entreprises qui intègrent des personnes handicapées, soyons clairs. Ce sont des expériences exceptionnelles. Oui, elles sont exceptionnelles et elles sont à comprendre comme n'étant pas reproductibles. Par contre, c'est l'intelligence de ce qui s'y passe qui a du sens. Et donc je dirais quelqu'un qui veut accompagner l'insertion d'une personne handicapée qui est simplement sourde ou qui a simplement une perte de mémoire, enfin des choses qui sont moins visibles que le handicap mental quand il est visible ou le handicap physique quand il est lourd, va devoir entrer dans une intelligence des choses qu'il a évidemment. Là, on est obligé d'entrer dans l'intelligence des choses. Parce que quand on est face à des personnes handicapées comme celles qu'on a vues dans ce film, de toute façon, on n'a pas le choix. Je veux dire, où on est dans la compréhension de ce qu'elles vivent et on est dans une espèce d'osmose entre la personne dite normale et la personne handicapée qui doit être pensée en profondeur. Et ça peut servir à quelque chose. Par contre, c'est vrai que, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'idéal n'est pas de créer, entre guillemets, comprenez bien, des ghettos ou des réserves de personnes handicapées qu'on aiderait. Voilà. Mais moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est ce qui se dégage de l'intelligence des choses. Et je pense que donc c'est pas à partir de ça qu'on va bâtir un projet social. Hein. Et c'est le travail de la GFIP, c'est d'agir au niveau législatif, au niveau social. Par contre, c'est à partir de ça qu'on va comprendre peut-être la démarche personnelle et même des fois la démarche de groupe, le changement de mentalité, les modifications de représentation culturelle qu'il faut avoir pour au fond s'apercevoir que tout bêtement, la personne handicapée, elle met en lumière des choses de la personne qui ne sont pas que négatifs. C'est pas uniquement quelqu'un en négatif. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. Pierre Blanc, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux en France sur ce terrain de l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail? Est-ce que la France est un bon élève en Europe? Oui. Autant la France est un mauvais élève en matière d'accessibilité des lieux publics, en matière d'accessibilité générale, autant sur les questions d'emploi, on est, je pense, selon une étude qui avait été commanditée par la Commission européenne, dans les pays de l'Union européenne, on est dans les pays, je crois qu'on doit être le deuxième, si on n'est pas le premier pays, où il y a de plus de personnes, d'actifs handicapés en emploi. Et en particulier des handicaps lourds. Du fait qu'en France, on a développé depuis très longtemps tout le secteur de travail protégé qu'on a vu très largement ici. Voilà, donc je crois qu'on n'a pas à rougir en France de ce qu'on fait. Certes, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure,
les personnes handicapées qui sont demandeurs d'emploi le restent beaucoup plus longtemps que les autres. Ça, c'est une difficulté. Mais pour rebondir sur ce que disait frère Samuel, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on fait des enquêtes à la GFIP et on questionne les personnes handicapées, celles qui sont rentrées dans l'emploi, et qu'est-ce qu'on observe globalement autour de cette intelligence relationnelle qui a été évoquée, c'est que les personnes handicapées, elles nous disent toutes, on doit faire un effort considérable pour s'insérer. Est-ce que ce n'est pas l'inverse qui devrait se passer? Alors, l'entreprise qui devrait faire des efforts pour s'adapter à la personne. Les deux doivent faire des efforts. Il n'y a pas que l'organisation qui doit faire des efforts. Dans tout le système de travail, l'organisation doit faire des efforts pour permettre l'épanouissement, mais il faut aussi que les personnes et les individus fassent les efforts. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde le fonctionnement des collectifs de travail, dans lesquels il y a des personnes handicapées, les personnes handicapées rencontrent tellement de difficultés dans leur vie, ne serait-ce que dans leur vie, pour être en relation avec les autres, ne serait-ce que pour être en relation avec les autres, que lorsqu'elles entrent dans une entreprise, elles transforment le climat social. Parce que ces difficultés qu'elles ont vécues, ces difficultés, elles les apportent et elles font faire un chemin à ceux qui sont autour grâce à cette expérience de l'adversité qu'elles ont vécue. Robert Courtieu, vous retrouvez ce que dit chez vous, à Montpellier? Oui, mais j'ai envie de réagir. Ah ben réagissez, c'est bien pour ça que réagir très fort dans la mesure où on a prononcé le mot inaptitude au travail. Comment une instance très loin du monde du travail va statuer sur un adolescent qui approche sa 20e année? Quelle instance? Les maisons départementales à personnes handicapées, l'ex-Cotorep, et va décider de l'inaptitude ou de l'aptitude d'une personne à travailler, en laissant de côté le monde du travail, les instances du monde du travail, la médecine du travail, l'adaptation à un poste, et on décide que cette personne est inapte. Si l'on revient en 1975, la première loi en faveur des personnes handicapées, il y avait des structures de travail protégées, des structures de travail entre le milieu normal et le travail protégé, qu'on appelait les entreprises adaptées, et il y avait la maison d'accueil spécialisée qui était réservée aux personnes relevant de soins constants. Je m'inscris en faux qu'une personne qui ne relève pas de soins constants ne peut pas travailler. Il faut donc que le monde industriel fasse des efforts pour intégrer ces personnes dans le monde du travail et fasse en sorte que ces personnes au travail ne soient pas un poids lourd pour l'entreprise qui les héberge. Est-ce que les entreprises sont obligées d'employer des personnes handicapées aujourd'hui? Que dit la loi concrètement? Non. La loi... Très simplement. Hein. La loi, elle dit la chose suivante. Les entreprises doivent avoir, de plus de 20 salariés, doivent avoir un taux de 6% de personnes handicapées. Elles peuvent atteindre ce taux de 6% en embauchant directement des personnes handicapées, ou bien en apportant en sous-traitance au secteur de travail protégé, qu'on a largement vu, des travaux pour alimenter le secteur de travail protégé, et ça à hauteur de la moitié de leur obligation, c'est-à-dire jusqu'à 3%, où elles peuvent signer un accord d'entreprise, et c'est plutôt les grandes entreprises qui signent des accords d'entreprise, et dans lesquels, à ce moment-là, elles gèrent elles-mêmes leurs contributions, et c'est l'État qui contrôle, à ce moment-là, ce qu'elles font, ce qu'elles réalisent. Et puis, il y a la dernière alternative, qui est de dire, entre le niveau qu'on atteint et les 6%, on contribue à la GFIP et la GFIP mutualise tout ça au bénéfice de l'ensemble des entreprises, pas uniquement celles qui sont assujetties. Est-ce que c'est pas plus facile pour les grandes entreprises de jouer le jeu, entre guillemets? Alors évidemment. Évidemment, c'est plus facile. Il faut s'imaginer, il y a 122 800 entreprises assujetties à la loi. Bon. Il y en a 25% qui sont à quota zéro. Il y en a 50% qui ont atteint leur quota, il y en a 25% qui sont à quota zéro et 25% qui sont entre quelque chose et 6. Voilà. Bon, mais quand on regarde ce que sont ces 27 000 entreprises qui sont à quota zéro, ce sont des PME, et à 80% des entreprises entre 20 et 50 salariés, où le patron, il remplit toutes les fonctions. Alors qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre d'embaucher des personnes handicapées? Qu'est-ce qu'on fait à la GFIP? Très simplement, on a mobilisé une centaine de consultants
pour décrocher le téléphone, prendre des rendez-vous avec ces entreprises, leur faire un diagnostic de leur situation pour qu'elles fassent une action positive avant que le coup près, puisque leur contribution va être multipliée par 3 si pendant plus de 3 ans, elles restent à quota 0. Il y en a qui préfèrent payer les amendes plutôt que d'embaucher. Je termine. On leur propose un diagnostic pour dire c'est plutôt de la sous-traitance, plutôt de l'embauche directe, plutôt un contrat de qualification, etc. Et on les accompagne jusqu'à la réalisation de l'action positive. Aujourd'hui, une entreprise qui est à quota 0 ne peut pas dire « je ne savais pas ». Donc parfois, on préfère payer des amendes plutôt que de jouer le jeu. Alors, pour faire simple, hein, oui, on peut trouver il y a des entreprises, sur ces 27 000, il y a des entreprises complètement réfractaires, mais c'est pas la majorité. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces entreprises elles disent que c'est pas leur sujet. D'accord. Elles disent que c'est pas leur sujet. Mais la plupart des entreprises, soit elles recrutent pas, soit elles sont en difficulté. Oui, donc là... Bon. Donc, et c'est l'intelligence de la loi que de proposer plusieurs solutions. Alors, ceci dit, il faut être aussi lucide, c'est-à-dire que concrètement, beaucoup, y compris grandes entreprises, vont chercher la péréquation maximum entre le fait d'avoir une personne handicapée et, entre guillemets, qu'elle soit le plus normale possible. C'est-à-dire que c'est ce que vous soulignez. La personne handicapée, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait discuter de savoir s'il vaut mieux pas en embaucher plusieurs, parce que quand vous l'embauchez seul, évidemment, il va y avoir une adaptation relative du milieu à elle, mais au minimum, l'effort maximum d'intégration, c'est celui qui lui est demandé. Et j'allais dire, soyons clairs, les logiques collectives sont des logiques de normalisation qui fait que la personne handicapée, plus on a fait ce qu'il faut pour qu'elle soit intégrée et presque normale, et que pour que, j'allais presque dire, sa souffrance ne soit le moins apparente possible, comme d'ailleurs avec tous les autres, hein, on se porte bien, parce que la logique quand même de fond de l'entreprise aujourd'hui, c'est une surcompétitivité, et dans la surcompétitivité, j'allais dire, la faiblesse, la limite, la non-compétitivité, elle est quand même stigmatisée. Et donc, je trouve que là, on est d'ailleurs socialement, collectivement, on est dans une espèce de paradoxe qui fait qu'à la fois, il y a un souci de la personne handicapée, mais il y a un souci de normalisation de la personne handicapée qui est qu'au fond, ce qui serait bien, c'est que tu puisses faire semblant d'être comme tout le monde et que ta souffrance, tu te la gardes. J'exagère un peu, mais voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que la personne handicapée est dans l'entreprise, là, il y a une vraie question. Et comme vous dites, ou dans la relation, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que... Mais ça, encore faut-il que le handicap soit perçu par les autres. Qu'il ne soit pas très rapidement, vous voyez bien... j'allais dire noyé dans les dispositifs d'aide. Parce que... Vous avez des entreprises dans lesquelles il y a des sourds qui sont insérés, qui parlent la langue des signes, et où il y a des personnes de leur collectif de travail qui apprennent la langue des signes. Tout à fait. Donc là, on est complètement dans la formation. L'un s'adapte à l'autre, et l'autre s'adapte à l'un. Ça, c'est le bon exemple. Mais vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui a peu de mémoire, alors on va lui confier une tâche parfaitement répétitive, dans laquelle de toute façon il n'y a pas besoin de mémoire. Voilà, je prends le contre-inverse. Elle est qualifiée entre guillemets de personnes handicapées. Ce qui est aussi important, c'est de mentionner qu'il y a toute une catégorie de personnes qui, de toute façon, n'est quasiment pas employable et qui est lourdement handicapée. Ce sont les maladies mentales. La maniaco-dépression, la dépression profonde, je ne parle pas de l'alcoolisme aggravé, la paranoïa, enfin les névroses lourdes. Et donc, aujourd'hui, c'est une part très importante des personnes non social, en état de désocialisation, et pour lesquels là c'est très difficile parce que le handicap, quand il a quelque chose de structurel, j'allais dire on peut s'y adapter parce qu'il est toujours le même. Quand le handicap, c'est le problème de la maladie mentale, il est évolutif d'un jour sur l'autre, d'une heure à l'autre, d'un mois ou d'une année sur l'autre. Là on est face à des problèmes beaucoup plus graves, et là il faut reconnaître que voilà, c'est plus difficile. Voilà, il ne faut pas se masquer les yeux. Vous avez rencontré des difficultés pour former les personnes handicapées dans votre entreprise, Robert Courtieu? Par exemple, nous avons une personne dont les gens qui ont tourné la séquence ne l'ont pas mise en valeur, qui se trouve en difficulté avec la justice, qui était dans une entreprise de travail protégée et qui a eu une relation avec son semblable. C'est assez difficile à savoir si elle était contrainte ou si elle était forcée ou si elle était librement consentie. Les responsables de la structure de travail protégé ont mis dehors la personne coupable d'actes sexuels que la loi réprouve. Les parents sont venus à Sodic API. Dans votre entreprise ? Oui, la personne a été jugée, elle a été condamnée, elle est rentrée à Sodic API et le juge l'a mis à l'essai chez nous pendant une période de 2 ans. Il fallait que pendant 2 ans, il ne se passe rien.
Elle est chez nous depuis 10-15 ans. Elle n'a aucun comportement d'anormalité. Elle était chassée du monde du travail protégé, définitivement. Quel aurait été son sort de cette personne? Alors, vos gens... on est sur un cas très particulier. Ouais, c'est un cas particulier. Mais voilà, c'est de fond. C'est-à-dire quelqu'un atteint de schizophrénie, qui va avoir une manifestation anormale, passagère, il s'agit d'accompagner cette personne pendant cette période, chiche, cette période va s'estomper de plus en plus, à condition. Il ne faut pas la rejeter si elle a justement cette crise passagère une fois tous les 3 mois ou 6 mois. C'est pour ça que ça touche une question beaucoup plus profonde, c'est jusqu'où peut aller l'adaptation du milieu à la personne. C'est-à-dire que c'est vrai que le handicap met à jour des choses dans les logiques humaines, qui habituellement... Et donc, à partir du moment où une entreprise, ou au moins une équipe de travail, accepte d'aller presque aussi loin que ce que vous faites dans votre entreprise, c'est-à-dire au fond d'entrer dans une autre intelligence de la personne, c'est-à-dire d'intégrer le déficit de la personne, pas simplement le déficit fonctionnel, mais la problématique personnelle de celui qui vit. Voilà. Et bien je dirais là on bascule dans autre chose. C'est-à-dire que là c'est la qualité humaine du milieu de travail qui change de nature. Et comment on éduque au regard, à la confiance, parce que c'est la confiance que vous définissez. C'est là que je redis que je pense que quand il y a plusieurs personnes handicapées, précisément la diversité des personnes handicapées oblige à un type d'intelligence, ce qui fait qu'on ne se concentre pas d'ailleurs sur une personne, parce que se concentrer sur une personne, c'est ou bien se concentrer comme en lui faisant la charité au mauvais sens du terme, et puis quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas vécu un peu avec des personnes handicapées au pluriel, voilà, on comprend toutes les choses à partir d'une expérience qu'on a eue. L'expérience de la surdité est complètement différente que de l'expérience de la schizophrénie ou de l'autisme. Voilà. Et donc je pense que là, il y a une espèce... Et moi, c'est ce que j'appellerais... Alors évidemment, c'est une intelligence du cœur, ou si on parle plus philosophiquement, c'est une intelligence de la fragilité humaine. Et ça, c'est vrai que je pense qu'on est dans une société qui est en train de perdre à haute vitesse cette intelligence de la fragilité humaine en raison du fait qu'elle est essentiellement animée par des logiques de compétitivité dans tous les domaines. Parce que c'est un choix de société après. Oui, mais on est dans une société qui est une société qui, encore une fois, qui est à la recherche, on l'a vu, de l'efficience, de la perfection, du toujours plus, du toujours mieux, et qui, évidemment, veut intégrer la personne handicapée. On le sait très bien que par ailleurs, elle essaie de la supprimer avant même qu'elle naisse pour pas avoir à la gérer après. Bon, donc j'allais dire, si on en avait moins, on se porterait mieux. C'est ce qu'on n'ose pas se dire. Et donc la question, c'est le pari inverse. C'est-à-dire, la personne handicapée, elle est simplement révélante, de manière visible, de la problématique de la plupart des personnes. Parce qu'on a tous des parts de handicap relationnel, de handicap dans la compréhension de soi-même, de handicap dans l'image que l'on a de soi, de handicap dans la compréhension de la société dans laquelle on est. Et donc la grande question pour moi, c'est est-ce que la personne handicapée n'est pas un moyen privilégié dans une entreprise de se mettre à développer un autre type de relation? Pierre Blanc, est-ce que vous vendez cet argument quand vous allez voir les employeurs en leur disant là vous pouvez embaucher une personne handicapée car là vous avez donné un sens à l'entreprise et un sens au travail de l'entreprise, changer peut-être de vision du travail en plaçant l'homme avant les objectifs financiers. Nous on ne fait pas de la philosophie. Je suis désolé, mais... Non, mais parce que ça change complètement le fonctionnement de l'entreprise. Non, mais voilà. Le travail, c'est 2 choses. C'est des compétences et c'est de la motivation. Et les personnes handicapées, elles n'ont pas forcément des diplômes. On l'a vu, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, le gros camion, là, le gros engin, le dumper, il sait parfaitement le manipuler aussi bien que n'importe quelle autre personne qui aurait un bac. Parce qu'il y a des gens qui ont des bacs et des bacs plus 4 qui sont amenés à faire les mêmes travaux aujourd'hui. Robert Coutu, vous l'avez formé, cette personne. Voilà. Non, mais je veux dire que il y a des compétences potentielles chez les personnes handicapées qu'elles sont capables de déployer si on leur donne la chance de pouvoir le faire. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Et le deuxième élément structurant du travail et fondamental, c'est celui de la motivation. Et vous ne trouverez pas une personne plus motivée qu'une personne handicapée lorsqu'elle a trouvé un emploi. Elle a tellement galéré pour trouver un emploi, elle a tellement été dans l'adversité, ce que je disais tout à l'heure, dans l'adversité, dans sa relation aux autres, dans sa relation à la société, que quand elle trouve un emploi, eh bien, elle est vraiment motivée. La CFDT avait fait un film où ils avaient regardé des personnes, enfin, ils avaient des stories de personnes handicapées. Eh bien, j'ai très clairement en mémoire un couple de 2 personnes handicapées physiques lourdes qui travaillaient intellectuellement.
Mais ces personnes, quand vous vous levez à 7h du matin, elles, pour être prêtes, elles se lèvent à 5h du matin. Et le soir, quand vous vous couchez à 10h, elles se couchent à minuit parce qu'il y a tout un tas de soins, de choses à faire, etc., etc. Ces gens-là, quand ils sont au travail, ils sont hyper motivés. Ça vous parle, Robert Courtieu? Vous le constatez au quotidien? Comment on peut expliquer qu'après 20 ans de fonctionnement, Sodic API a été votre entreprise, abordé, consulté par le troisième cimentier français, qui a 7000 salariés, qui est une multinationale implantée dans le monde entier, et qui est venu chez nous, et qui a demandé à rentrer au capital, et qui a signé un pacte d'actionnaires. Qu'est-ce qui lui a mis la puce à l'oreille? Et qui a garanti les postes de travail handicapés pour 50 ans. Et c'est très rare, hein? Comment vous l'expliquez? Et il est coté au CAC 40. Comment cet industriel a... C'est donc bien que le côté exemplaire de la GFIP, de la DRIR, j'y reviens, et de la médecine du travail, a joué un jeu a ouvert la porte à ce cimentier, ce gros cimentier, et il lui a inspiré confiance. Et l'idée de ce cimentier, c'est de faire de la performance aussi, c'est dans la performance économique. Et lui, performance économique, son but, c'est de la redistribution, c'est totalement à côté de ce que veut Sodic API, parce que c'est l'intégration de la personne en milieu ordinaire. On est en période de mutation économique, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à sentir ou à faire? Pourquoi? Encore une fois, pour moi, il y a une grande question, c'est-à-dire que les motivations de la personne handicapée, elles peuvent être multiples. Moi, celle que j'ai vue dans le film, c'est la motivation de la valorisation à travers la chose faite. Et ça me semble capital. C'est-à-dire que nous avons tous besoin de nous découvrir à travers ce que nous réalisons. La personne handicapée ayant, du fait même de la société, tout simplement, au bon sens du terme, il lui est renvoyé une part de limite, découvrir qu'elle est capable de faire comme quelqu'un d'autre, de faire même des fois mieux que quelqu'un d'autre, ou en tout cas de faire ce qu'elle s'est fixé, qu'elle est capable de faire quelque chose, c'est un lieu fondamental de reconnaissance de soi. Encore faut-il que le management le permette. Vous pouvez avoir un management qui annule la reconnaissance de ce qui est fait et qui se contente de vous rémunérer sur les tâches accomplies au sens purement du processus. Donc j'allais dire, la valorisation, la mise en lumière de l'apport personnel de chacun, à mon avis, est d'autant plus importante pour la personne handicapée. L'autre chose, c'est qu'il y a aussi cette motivation de l'insertion, d'avoir réussi. Par contre, la question, moi je l'ai rencontrée à travers une personne handicapée, c'est qu'il peut aussi y avoir de la rage, c'est-à-dire la hargne de montrer qu'on est capable, comme tout le monde. Et il me semble que là, ça ne fait pas des gens heureux. Et ce que j'observe dans le film, et j'y reviens, c'est que pour moi, la grande clé, et la modification du milieu, elle est autour de ça, c'est celle de l'acceptation de la dépendance à autrui. Je pense, et là on touche des problèmes d'économie contemporaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie contemporaine se sert de manière parfaitement interchangeable des individus, ne veut que des boîtes à outils de compétences, se contrefiche complètement de la dimension humaine de l'homme, sauf quand ça commence à coûter des sous à cause de la médecine du travail, soyons clairs. Par contre, ce que l'on observe, c'est que plus un milieu de travail est un milieu dans lequel les personnes acceptent d'avoir besoin les unes des autres, là où elles ont des incompétences et des limites. Autrement dit, là où elles ont une part de handicap par rapport à l'autre. Parce que le handicap, il est aussi relatif. Là où quelqu'un est beaucoup plus compétent que moi, et donc pour moi, ce que me révèle, je crois, moi, en profondeur, ce que j'ai observé du travail de la personne handicapée, c'est qu'au fond, à partir du moment où les personnes qui sont autour d'elles acceptent d'être bienveillantes envers elles, où elles assument le fait qu'elles ont besoin, que la personne handicapée a besoin d'elles, j'allais dire humainement, quoi. Pas d'être assistée, mais besoin d'une relation humaine, quoi. Plus que d'autres, ils ont besoin de cette relation humaine. Est-ce que la crise économique, ça ne va pas aider à effectuer ce changement pour les entreprises? Ou le pire. C'est-à-dire on peut choisir que la crise économique fasse encore plus resserrer les écrous, repartir de plus belle dans une compétitivité encore plus outrancière, ou alors on peut craindre que derrière cette crise économique, si elle aboutit à une surefficience, on aboutisse à une crise sociale, et qu'à ce moment-là, les risques, les dégâts humains, encore une fois, d'un tout économique, commencent à apparaître. Allons-nous nous préoccuper des dégâts potentiels d'un tout économique de la même manière qu'on a commencé à s'occuper des dégâts sur la planète au niveau écologique? C'est la grande question pour moi. Oui. Allons-nous anticiper ça et nous dire, voilà, aujourd'hui les personnes commencent à être, parce que pour moi c'est pas que la crise économique, les personnes commencent à être aux limites de leur capacité à encaisser la violence économique collective. Et donc ma grande question c'est effectivement, est-ce que on va rentrer dans des solidarités interpersonnelles que la personne handicapée rend visible et qu'elle nous oblige à prendre en compte, ou bien est-ce que ça va être chacun pour soi?
Ça, mais ça, en temps de guerre, chacun peut agir pour sa pomme, ou bien chacun peut choisir d'aller vers l'autre. Hein. On est en plein dans le titre du documentaire. Hein. Et si notre différence était votre chance, hein, Pierre Blanc? Alors, nous, ce qu'on observe sur la question de la crise, vous imaginez bien qu'on suit les statistiques du chômage de façon très précise. Et on a observé la chose suivante, c'est que depuis 5-6 mois, le nombre de personnes qui rentrent dans le chômage, quand on regarde l'ensemble des demandeurs d'emploi, il a augmenté de 14%. Alors que le nombre de personnes handicapées qui intègrent le chômage, durant la même période, n'a augmenté que de 1%. Ça veut dire que dans les entreprises, et en particulier dans les grandes entreprises, celles qui licencient assez massivement aujourd'hui, ils ont conduit des politiques pendant des années pour accueillir des personnes handicapées, les former, les intégrer, les faire évoluer. Et aujourd'hui, ils se disent, attendez, on ne va pas mettre par terre tout ce travail qu'on a fait. Et donc, pour l'instant, les personnes handicapées sont plutôt préservées quand elles ont un emploi, actuellement. Vous êtes d'accord, Robert Courtier? Tout à fait. Ça, c'est l'expression d'une réussite. Parce qu'il y a une pérennisation du réseau, c'est ça que je trouve aussi très... Moi, je pense que la personne fragile, enfin visiblement fragile, où elle est normalisée, c'est-à-dire qu'on annule sa fragilité de manière, dans ce qu'elle a de visible et de pénible, ou bien on lui fait de la charité condescendante, d'accord, ou bien on l'élimine, mais j'irai là où elle est intéressante positivement, c'est si précisément on commence à voir comment est-ce qu'elle peut être fédératrice. C'est tout bête. Et moi, je pense qu'encore une fois, la personne handicapée, elle n'est fédératrice que parce que, de manière visible, parce que son handicap est visible. Mais je pense qu'encore une fois, ça a dans le temps comme effet d'aider chacune des personnes qui est autour d'elle à, être moins complexée. Dans ma communauté, moi, il y a des personnes handicapées. On a un frère dans la maison où je suis, qui est la maison de formation des plus jeunes, de toute ma communauté. Hein. On est 600 frères et 300 sœurs. Voilà, 25 nationalités différentes, c'est celui qui a le moins de complexes. Il sait qu'il est légèrement handicapé, il a été éduqué dans sa famille comme un aîné, et aujourd'hui, quand il vous accueille comme un aîné, parce qu'il est ancien dans cette maison. Et bien, ce qui est très impressionnant, c'est qu'il fait du bien aux autres. Parce que il vous libère de logique de culpabilisation. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous apprennent les personnes valides auprès des personnes handicapées dans le monde du travail, Pierre Blanc? Moi, je crois que dans le monde du travail, ce qu'elles apprennent, c'est la solidarité des personnes handicapées, c'est l'opiniâtreté, c'est la volonté, c'est la solidarité. C'est ça les facteurs qui sont amenés par les personnes handicapées dans le monde du travail. Ah oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est moi ce que j'appellerais de la bonté exigeante. C'est pas de la bonté à l'eau de rose. C'est pas, on est tous gentils et tout le monde s'aime. Je veux dire, il s'agit de souffrance. Il s'agit de souffrance, soyons clairs. Mais précisément, donc du coup, je sais pas comment dire ça. Il y a quelque chose de la bonté des personnes qui doivent arriver à vaincre quelque chose de la souffrance. On est dans des choses, sérieuses, comprenez bien. Ça fait relativiser les choses. Quand vous voyez des personnes handicapées, lourdement handicapées, qui arrivent à surmonter leurs difficultés pour être au top niveau dans les entreprises. Ceux qui ont des petits problèmes à côté, ils se disent bon, ouais, ok. Le mot de la fin, frère Samuel. Moi, je suis frappé que du coup, c'est comme s'il y a une espèce de victoire de l'homme dans la fragilité. Ça n'annule pas la fragilité, mais il y a quelque chose de l'homme qui apparaît, je sais pas comment dire ça, plus grand. Enfin, c'était touchant. Ça peut être bête, mais on est face à des héros. C'est bête à dire. Hein. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bouleversant parce que ça renvoie au fait que nos propres fragilités ne sont pas des choses dont on doit avoir peur, quoi. On restera sur cette belle image et sur ce bel exemple. Merci à tous les trois. Pour en savoir plus sur l'insertion des personnes handicapées, si vous êtes employeur notamment, un site internet, celui de l'AGFIP, l'adresse s'affiche sur vos écrans. Et puis si vous avez été séduit par la communauté de l'Arche de la Rébellerie, que vous avez vu dans ce très bon film documentaire, un site internet également qui s'affiche également sur vos écrans. Et puis un conseil de lecture, L'homme fragile aux éditions Efes, c'est votre dernier livre, frère Samuel. Et puis un grand merci à Marc Janson de DCX pour son film, DCX qui a produit cette série documentaire L'entreprise à visage humain. Il existe 3 films pour l'instant, dont le dernier, Si notre différence était votre chance. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment sur internet www.ktotv.com. À très bientôt.